Eh bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette conférence. Comme le disait Joël, c'est la première fois qu'on teste cette configuration puisque vous êtes ici présents, assaillants dans les locaux de la Drôme et il y a un peu plus de 350 personnes qui s'étaient inscrites pour suivre cette conférence en ligne. Donc, on espère d'une part que ça va vous plaire et puis d'autre part qu'on n'aura pas trop de problèmes techniques pour cette première. Donc, je me présente, je m'appelle Céline Ovette, je suis praticienne naturopathe, consultante en nutrition, conseillère en aromathérapie en fleurs de bac. Et pour ma part, je suis spécialisée en santé naturelle féminine. Donc, j'accompagne tout particulièrement les femmes qui ont des troubles du cycle, des troubles de la fertilité, mais aussi celles qui souffrent d'endométriose, du syndrome des ovaires polykystiques, qui est aussi une problématique typiquement féminine. Et j'aide également les femmes à mieux vivre la période de la préménopause et de la ménopause. Et je suis également auteure d'un premier livre paru aux éditions Jouvence qui s'intitule « Accompagner votre SOPK au naturel ». Donc, j'interviens principalement en accompagnement individuel, où j'accompagne des femmes qui en ont besoin pour reprendre effectivement le pouvoir sur leurs hormones, et il y a beaucoup de choses à faire. Je crée également des programmes en ligne, et puis j'interviens également pour des laboratoires où je crée des contenus, je rédige des articles, où je peux même aider parfois à la formulation de produits. Et je suis présente sur les réseaux sociaux, donc vous pouvez me retrouver à la fois sur Instagram, Facebook, YouTube ou encore LinkedIn. Voilà. Et je suis lilloise. Donc, au sommaire ce soir, une conférence qui va se dérouler en deux parties. Une première partie où on va parler du sommeil, mais aussi des troubles du sommeil. Donc, on verra qu'est-ce que le sommeil, qu'est-ce qui se passe pendant que nous dormons. On verra qu'il y a de nombreux processus qui s'opèrent. Joël, il y avait une petite... On va faire un petit focus sur les troubles du sommeil, on verra qu'ils sont nombreux et on va faire un petit focus sur trois problématiques en particulier, notamment l'insomnie, l'apnée du sommeil et le syndrome des jambes sans repos. On verra quels sont les facteurs qui perturbent l'endormissement et vous verrez qu'ils sont très nombreux et que parfois, il y en a certains auxquels on ne pense pas et que c'est important de s'interroger, surtout quand on a des troubles du sommeil. On verra aussi quelles sont les conséquences des troubles du sommeil et là aussi, vous verrez que ces conséquences, elles sont nombreuses. Et dans la deuxième partie, on va parler plutôt des solutions, donc avec bien notamment les conseils d'hygiène de vie, mais aussi les conseils d'alimentation et nutrition, parce qu'on verra que bien dormir, ça commence principalement dans l'assiette, mais pas que. Et ensuite, je vous présenterai les plantes et les huiles essentielles qui peuvent vous aider à retrouver le sommeil de manière naturelle. Donc, les objectifs pour cette conférence, c'est que vous repartiez en ayant une meilleure compréhension des différentes phases du sommeil et surtout comment elles vont affecter la qualité de notre sommeil. Ça va être d'identifier les facteurs qui affectent la qualité du sommeil, donc notamment le stress, l'alimentation, l'environnement, d'appréhender les risques pour la santé associés à un sommeil insuffisant, et puis de découvrir justement des stratégies pour que vous puissiez améliorer votre environnement de sommeil et optimiser sa qualité. Et enfin, de connaître et de pouvoir utiliser en toute sécurité les plantes qui peuvent vous aider à retrouver le sommeil naturellement. Donc, on a un joli programme qui nous attend. Alors, on va commencer en introduction avec une phrase lourde de sens. Nos nuits sont les plus courtes de toute l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, une nuit moyenne, c'est 6h42, c'est 1h30 de moins qu'il y a 30 ans. C'est considérable. Il faut savoir que ce qui a vraiment perturbé finalement tout ça, c'est l'arrivée de l'électricité qui a bouleversé notre rapport au temps, puisque ça nous permettait effectivement de nous éclairer à toute heure du jour et de la nuit. Ça a révolutionné aussi les rythmes de travail, puisqu'on a pu instaurer le travail de nuit aussi, qui crée beaucoup de problèmes, les écrans, bien évidemment. Donc, c'est vraiment une problématique de fond qui ne fait que le temps de sommeil ne fait que se réduire, qui touche principalement les adultes. Aujourd'hui, on va beaucoup parler des adultes, mais ça touche bien évidemment les adolescents et les enfants. Et quelques chiffres issus d'une étude de l'Institut national du sommeil et de la vigilance parue en 2019. 32% des adultes ont des difficultés à s'endormir ou à rester endormis la nuit. 21% des adultes se réveillent trop tôt le matin et ne peuvent pas se rendormir. Et enfin, 45% des adultes déclarent avoir un sommeil non réparateur. Je serais curieuse dans la salle, si vous pouviez lever la main et me dire quelles sont les personnes qui sont concernées par les troubles du sommeil, soit effectivement
des difficultés à s'endormir, soit les réveils nocturnes ou soit les réveils précoces le matin. Voilà, donc ça concerne effectivement beaucoup de personnes et on verra aussi que les femmes sont beaucoup plus susceptibles que les hommes de souffrir des troubles du sommeil. Et je vous expliquerai pourquoi. Petite réflexion aussi à avoir, la France, alors sur 8 pays européens qui avaient fourni des données permettant une comparaison, la France arrive en tête en 2015 des pays les plus consommateurs de benzodiazépines, c'est-à-dire des médicaments qui sont utilisés pour traiter l'anxiété, l'angoisse et notamment les troubles du sommeil. On arrive en tête derrière l'Espagne et les pays qui en consomment le moins sont l'Allemagne et le Royaume-Uni. Il faut savoir qu'il y a une vingtaine de ces médicaments qui sont aujourd'hui commercialisés sur le marché, que les agences de santé publique ne cessent, on va dire, d'alerter sur le fait que ces médicaments entraînent non seulement une pharmacodépendance, c'est-à-dire qu'on devient dépendant à la molécule, mais aussi une dépendance psychologique, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à dormir si on ne prend pas son petit cachet le soir. Alors l'idée, c'est pas évidemment de vous dire de stopper vos médicaments, bien évidemment, ça c'est à voir avec votre médecin, bien sûr, mais c'est de se demander si à un moment donné, voilà, on ne pourrait pas essayer de trouver d'autres moyens finalement de rétablir un meilleur sommeil ou en tout cas d'essayer de trouver la cause de tous ces troubles. Et c'est de cela dont on va parler aujourd'hui. Donc, on va aborder le sommeil et les troubles du sommeil et notamment le sommeil. Alors, le sommeil qui est un besoin vital au même titre que nous mangeons, que nous respirons, que nous buvons de l'eau et que nous devons bouger, eh bien, il est essentiel de dormir. Si nous ne dormons pas, eh bien, nous mourrons tout simplement. Et comme vous le voyez ici, les besoins de sommeil, eh bien, ils évoluent en fonction de l'âge. On passe un tiers de notre vie à dormir. Donc, si on prend quelqu'un d'âge de 75 ans, c'est à peu près 20 à 25 ans que nous passons à dormir, dans 5 années à rêver à temps plein. Donc, c'est une importance effectivement capitale. Alors, on voit que les besoins de sommeil évoluent en fonction de l'âge. Pour un nourrisson, c'est 15 à 20 heures en moyenne, avec des alternances de sommeil par période de 3 à 4 heures. À partir d'un an, 13, 14 heures, avec un besoin la nuit de 10 heures et plusieurs siestes en journée d'1h30 à 2 heures. De 2 à 5 ans, ce besoin tombe à 12 heures, avec une nuit de 10 heures et une sieste de 2 heures. À partir de 6 à 9 ans, une sieste, une nuit d'à peu près 11 heures. On voit l'adolescence, donc là aussi 9 à 10 heures de sommeil, plus de sieste. Les adultes, en général, 7 à 8 heures suffisent sans sieste. Et puis, dans la période senior, eh bien, on voit qu'on va dormir moins. C'est 5 à 6 heures, effectivement, de sommeil. Et il est conseillé de faire une sieste de 1 à 2 heures. Tout simplement parce qu'en vieillissant, on va perdre notre capacité à synthétiser la mélatonine dont je vais vous parler juste après. Et qui est effectivement l'hormone qui facilite l'endormissement. Un petit mot sur le cycle et le rythme circadien, très important. Alors, nous faisons partie des êtres vivants. Alors, on n'est pas les seuls, puisque les animaux, mais aussi les plantes, les champignons, les bactéries sont également soumis à ce rythme, c'est-à-dire la Terre qui tourne autour du Soleil, et donc ces phases d'ensoleillement et de nuit qui vont rythmer de nombreuses fonctions dans notre organisme, comme on va le voir ici. Ce rythme circadien, il rythme aussi le rythme des animaux, avec effectivement les périodes de reproduction, d'alimentation, d'hibernation, mais également au niveau des plantes, les périodes de floraison, là aussi les périodes de reproduction. Chez les bactéries, c'est la même chose, la croissance cellulaire, la production de protéines. Donc, quasi toutes les formes de vie sur Terre sont soumises à ce cycle. Et chez nous, qu'est-ce qu'on voit? On va commencer par le soir, avec effectivement vers 21 h, la sécrétion de mélatonine, cette fameuse hormone du sommeil, je vais vous en reparler, qui débute. 22h30, il y a les mouvements intestinaux qui vont s'arrêter. Vous voyez le sommeil qui va devenir très profond vers 2 h du matin, la température corporelle qui baisse, puis une élévation assez brutale de la pression sanguine, l'arrêt de la sécrétion de la mélatonine et puis les intestins qui vont se remettre en marche, le pic de testostérone, la coordination aussi, qui va être plus élevée à certains moments de la journée, notamment au début d'après-midi, le temps de réaction, la force musculaire et les performances également qui sont augmentées en fin de journée, et puis la pression qui devient maximale, la température, et ensuite, vous voyez un petit peu comment ça s'organise. Donc effectivement, quand on voit ça, et puis il y a plein de sécrétions d'hormones aussi et d'autres processus qui sont influencés. Mais vous voyez bien tout de suite le problème, c'est-à-dire que dès lors qu'on ne va plus respecter ce rythme, eh bien évidemment, certains problèmes vont survenir. Et donc, on va regarder maintenant
cette fameuse mélatonine, qui est cette hormone qui va faciliter l'endormissement. Donc cette mélatonine, c'est-à-dire l'envie de dormir, elle est provoquée par la perception de la baisse de la luminosité. À mesure que la luminosité baisse, il y a un signal, effectivement, qui est capté par les yeux et le nerf optique et qui signale à la glande pinéale de commencer à produire cette mélatonine. Mais pour que cette mélatonine soit produite correctement, ça suppose qu'en journée, vous ayez été exposé à assez de lumière, et notamment la lumière naturelle. Pourquoi? Parce que sous l'impact de la lumière naturelle est produite un neurotransmetteur qu'on appelle la sérotonine, alors qu'on connaît plutôt sous le nom d'hormone, entre guillemets, pseudo-hormone de la bonne humeur, qui va réguler certains de nos comportements, comme notamment la gestion de nos humeurs, l'état de bonheur. Quand on a une carence en sérotonine, on va être beaucoup plus irritable, on va avoir des comportements addictifs, on va être accro au sucre aussi. Et si cette sérotonine n'est pas bien synthétisée en journée, comme elle sert de précurseur à notre mélatonine, on va le voir tout à l'heure, eh bien forcément, il va y avoir des problèmes. Et le gros problème, vous le voyez venir, c'est qu'aujourd'hui, on ne s'expose plus suffisamment à la lumière naturelle. Pourquoi? Parce qu'on travaille tous dans des boîtes. Je ne vais pas reprendre ce que disait Pierre Rabhi sur cette histoire de boîte, mais en fait, on ne vit plus assez au contact finalement de la nature et on ne prend plus assez cette lumière naturelle, ce qui va effectivement avoir de lourdes conséquences avec une production insuffisante de mélatonine le soir. Alors le sommeil, comment ça s'organise? Eh bien, c'est comme un train. On appelle ça le train du sommeil. Donc le sommeil, il est composé de différents cycles et pour imager ce propos, effectivement, on va prendre l'image d'un train qui comporte différents wagons. On a le premier, c'est l'endormissement. L'endormissement, on connaît les signes de l'endormissement. Alors on baille, on a les idées qui se brouillent, on commence à avoir froid, on a un manque un peu de concentration. Et l'idée ici, c'est qu'effectivement, pour que l'endormissement survienne, il faut un certain lâcher-prise. C'est-à-dire qu'il faut un relâchement musculaire, un relâchement de l'attention, de la volonté, de la logique, de la mémoire. Il faut tout relâcher. Et on verra qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à être dans le lâcher-prise. Et c'est là où vont survenir les troubles de l'endormissement, qui sont bien différents de ceux, par exemple, qui vont se réveiller au milieu de la nuit ou autre. Donc, une fois qu'on est endormi, on est dans le premier wagon, avec un sommeil qui va être lent, léger. Donc là, on entend, on comprend, mais on ne va pas pouvoir agir. Ensuite, on va passer dans un autre stade qui va être le sommeil lent profond. Alors là, on n'entend plus rien. Là, on est complètement déconnecté, complètement, on va dire, un petit peu abandonné au sommeil. Puis, on va avoir le sommeil paradoxal. Alors ça, c'est le sommeil des rêves. Les rêves qui ont fasciné depuis toujours l'humanité. On pensait il y a très longtemps que les rêves étaient des messages des dieux ou signes de bons, de mauvais présages. Et encore aujourd'hui, beaucoup de personnes cherchent à interpréter leurs rêves. Alors il y a des rêves paradoxaux qui peuvent paraître complètement farfelus, qui sont souvent liés au fait qu'on a vécu des émotions très intenses. Alors, des grands bonheurs, mais aussi des grands drames qui peuvent entraîner ces survenues de rêves très bizarres. Et puis, il y a des rêves beaucoup plus terre-à-terre, finalement, beaucoup plus normaux, qui ressemblent beaucoup plus à la vraie vie. En tout cas, les rêves, ça a toujours fasciné les gens et ça continue encore. Et puis, on voit qu'il y a une période de latence de quelques minutes au cours de laquelle on va se réveiller avant de venir reprendre un nouveau train. Parce qu'en fait, un train, c'est un cycle de sommeil. Et dans une nuit, eh bien, nous avons 4 à 6 trains à prendre environ. Alors évidemment, vous voyez un cycle, ici c'est à peu près 90 minutes, ici c'est à peu près 20 minutes, là c'est quelques minutes avant de reprendre. Tout ça c'est une moyenne. Et en fonction de l'âge, en fonction de tout un tas de paramètres, eh bien, on passera plus ou moins de temps dans ces différents cycles. Mais ça c'est important de comprendre qu'il y a des micro-réveils chaque nuit, que c'est normal, mais par contre, voilà, ça ne doit pas durer très longtemps puisqu'on est censé reprendre un autre train. Alors, que se passe-t-il pendant le sommeil? Eh bien, il se passe plein de choses. Contrairement à ce qu'on a longtemps pensé, on pensait que c'était un temps mort, mais en fait, pas du tout. Il se passe plein de choses, notamment la régénération, la récupération, la réparation tissulaire. Donc ça, c'est sous l'influence d'une hormone qu'on appelle la GH, la grosse hormone, l'hormone de croissance en anglais, qui va effectivement permettre à l'organisme de se régénérer, mais aussi aux enfants de grandir. Ça, c'est important aussi.
et à tous les phénomènes de consolidation de la mémoire. Pendant que vous dormez, votre cerveau trie, range les informations, tout ce que vous avez appris là aussi dans la journée pour que ce soit bien organisé et pouvoir le ressortir au moment venu. On va retrouver aussi la régulation de l'appétit. Un gros sujet, la régulation de l'appétit. Puisqu'effectivement, le sommeil va jouer un rôle primordial pour la régulation de deux hormones que sont la leptine et la ghreline. Alors la leptine, elle va être produite par les cellules adipeuses et elle va réduire l'appétit. Et la ghreline, elle est produite par l'estomac et elle va au contraire stimuler l'appétit. Et quand on dort mal, on va avoir une dérégulation de ces hormones qui va augmenter l'appétit et donc la prise de poids, on va augmenter nos prises alimentaires. Donc bien sûr, si on ne fait rien, ça peut engendrer un prédiabète, un diabète de type 2, et beaucoup d'autres problématiques, maladies cardiovasculaires et autres. Donc là aussi, beaucoup de personnes parfois prennent du poids, ne comprennent pas pourquoi, elles font tout ce qu'il faut dans l'assiette et il n'y a rien qui se passe. Eh bien, penchez-vous du côté du sommeil si c'est votre cas. Et puis, on a effectivement la gestion des émotions, bien sûr, et puis la régulation d'autres hormones. Donc, c'est vraiment un condensé. Il se passe évidemment beaucoup d'autres choses, mais c'est bien pour vous montrer que le sommeil est important et qu'il se passe des choses vraiment essentielles à notre santé pendant ce qu'on considérait être comme un temps mort autrefois. Alors, les troubles du sommeil, on les classifie et il en existe de différents. Alors, on a les difficultés d'endormir, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, avec les personnes qui vont avoir du mal à être dans le lâcher-prise. On va avoir les réveils nocturnes qu'on peut imputer au stress, au surmenage, à l'anxiété, les réveils précoces, les décalages horaires. Alors, les décalages horaires, ce n'est pas forcément le décalage horaire tel qu'on l'entend. Alors, évidemment, les personnels navigants, par exemple, ou les personnes qui voyagent beaucoup à l'étranger, ou qui sont toujours entre deux fuseaux horaires, sont évidemment soumis à ce décalage horaire. Mais ça concerne aussi les personnes, comme je vous le disais tout à l'heure, qui vont manquer d'éclairage naturel en journée et dont la sécrétion de la mélatonine va être retardée finalement en soirée. Donc on va se retrouver en décalage, c'est-à-dire que cette sécrétion, au lieu de s'opérer vers 21h, et bien on va l'avoir vers 23h, minuit. On va avoir également l'exposition tardive aux écrans. On parlera de cette fameuse lumière bleue qui va venir aussi disrupter cette sécrétion de mélatonine. Le travail de nuit, avec l'arrivée de l'électricité, effectivement, tout ça, ça a réorganisé les rythmes de travail. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'on a des études qui montrent clairement que le travail de nuit est néfaste pour la santé, avec les prises de poids, mais aussi certains risques de cancer qui sont clairement augmentés. On va avoir également la dépression saisonnière qui peut entraîner effectivement ces décalages. On a le sommeil non récupérateur. Alors lui, il peut être lié à des dîners trop copieux, ou trop arrosés par exemple, trop protéinés aussi. La consommation d'excitants tels que le tabac, l'alcool, le café, mais aussi des intolérances alimentaires. Ben oui, quand on a des troubles digestifs, forcément, et qui vont se manifester la nuit, ça peut perturber le sommeil. Et de nombreuses personnes souffrent de troubles digestifs. Ça peut être des activités trop intenses, par exemple, qu'on va avoir également en fin de journée. L'apnée du sommeil, dont on parlera aussi. Le manque d'aération de la chambre ou encore un environnement de sommeil qui va être défavorable. Ensuite, on va retrouver les hypersomnies et la narcolepsie. Donc, l'hypersomnie, c'est le fait de dormir beaucoup trop longtemps. Et la narcolepsie, c'est le fait de s'endormir n'importe où, n'importe comment. Donc, c'est effectivement des problématiques qui doivent être prises en charge au niveau médical, bien évidemment. Les parasomnies, ça c'est le somnambulisme, donc qui concerne à peu près, je crois, 17% des enfants et 4% des adultes quand même. Donc là aussi, les parents qui ont des enfants somnambules, quand les parents n'arrivent pas à dormir, il faut toujours se pencher sur comment dorment les enfants aussi, parce que souvent c'est la cause des troubles du sommeil des parents. Et enfin, les troubles du sommeil engendrés par la prise de médicaments. Et oui, il y a des médicaments qui vont avoir des effets stimulants, comme les catécholamines, par exemple, qu'on va prendre pour doper la production d'adrénaline ou de cortisol ou même de dopamine. Et effectivement, ça booste. Le problème, c'est que le soir, on n'arrive pas à trouver le sommeil. On a effectivement les bêta-bloquants aussi, qui vont être inhibiteurs justement de cette fameuse mélatonine. Donc, quand on les prend, on va avoir beaucoup de mal à sécréter cette hormone du sommeil. Et puis, les diurétiques, qui vont nous faire lever la nuit pour l'émission, donc aller faire pipi tout simplement. Donc, vous voyez, les troubles du sommeil, ils sont nombreux et en fonction du trouble, on ne va pas forcément avoir les mêmes, les mêmes modes d'action. Alors, on va parler de l'insomnie. L'insomnie, c'est un trouble du sommeil très courant puisque ça concerne 30% de la population mondiale, plus fréquente chez les femmes que chez les hommes. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. C'est 10 à 15% des adultes qui souffrent d'insomnie chronique, c'est-à-dire qui va durer plus de 3 mois.
Et les personnes âgées également, qui vont être plus susceptibles de souffrir d'insomnie que les jeunes adultes, là aussi pour la raison que je vous expliquais, c'est-à-dire qu'avec l'âge, cette sécrétion de la mélatonine va avoir tendance à baisser. Alors, quels sont les signes de l'insomnie? Alors, l'insomnie, soyons clairs, c'est un terme un peu fourre-tout. On y met les difficultés à s'endormir, les réveils fréquents pendant la nuit, mais aussi les réveils précoces et le sommeil non réparateur. Donc, c'est un peu la catégorie fourre-tout. Les conséquences, elles sont nombreuses. La fatigue, la somnolence en journée, qui va entraîner l'irritabilité, on va être beaucoup moins patient, mais aussi une humeur dépressive. La diminution des performances cognitives, troubles de mémoire, troubles de la concentration, la prise de poids, mais aussi l'augmentation des risques cardiovasculaires qui sont largement augmentés chez une personne qui ne dort pas correctement. Donc, la première chose à faire, c'est bien sûr d'en parler à votre médecin. Les troubles du sommeil, on a tendance à les banaliser, comme vous le voyez, avec toutes ces prescriptions médicamenteuses, mais c'est loin d'être anodin. Donc, il faut toujours en parler au médecin parce que l'insomnie, c'est à la fois une cause, mais aussi une conséquence d'autres problématiques bien plus graves qui peuvent survenir. Et si effectivement le médecin ne parvient pas à poser un diagnostic clair, eh bien c'est là où toutes les astuces effectivement qu'on va vous donner pourront probablement vous aider. En tout cas, s'il n'y a pas de problématique diagnostiquée, eh bien on va voir un petit peu quels sont tous les paramètres sur lesquels vous allez pouvoir agir. Le trouble du sommeil assez courant, c'est l'apnée du sommeil. Alors l'apnée du sommeil, ça va se caractériser par des pauses respiratoires récurrentes pendant le sommeil. Et donc, ces pauses, elles peuvent durer quelques secondes à plusieurs minutes et ça peut se produire plusieurs fois par heure. Et donc, pendant ces pauses, eh bien, le sang n'est plus assez oxygéné et donc ça peut entraîner effectivement des réveils fréquents pendant la nuit. Ça peut aussi perturber le conjoint au passage. Et on verra aussi que ça va augmenter énormément de problématiques. Donc, c'est à peu près 5% des personnes qui sont concernées. Sa fréquence augmente avec l'âge et aussi le surpoids. Et on va retrouver l'apnée du sommeil en majorité chez les hommes à partir de 30 ans. Donc, les signes, eh bien, le sommeil, la fatigue au réveil, le sommeil non récupérateur, l'irritabilité et puis la somnolence pendant la journée. Donc là aussi, quelqu'un qui a tendance à s'endormir pendant la journée, ce n'est pas normal, donc il faut s'interroger et voir un petit peu ce qui se passe. Comme je vous le disais, les risques de troubles cardiovasculaires, d'hypertension et de diabète sont largement augmentés chez les personnes qui ont de l'apnée du sommeil. Donc là encore, première chose à faire, consultez votre médecin. Ça peut être lié effectivement au surpoids ou aussi un relâchement des tissus mous pendant que nous dormons. Par exemple, la langue qui va partir au fond de la gorge. Ça peut être aussi la présence d'amygdale un petit peu proéminente. Et là aussi, il y a des interventions qui sont très bien maîtrisées aujourd'hui et qui peuvent permettre de retrouver un confort du sommeil. Et encore une fois, pensons aussi au conjoint qui est victime souvent par ricochet de cette apnée du sommeil. Enfin, on a le syndrome des jambes sans repos. Donc là, c'est 8% des Français concernés, principalement les femmes, ici à partir de 30 ans. Donc le syndrome des jambes sans repos, ça va se matérialiser par des impatiences, des pivotements, un besoin irrépressible de bouger les jambes, surtout en période d'inactivité et surtout en fin de journée. Donc c'est très désagréable. Si vous en avez déjà eu, vous savez ce que ça fait. Et donc voilà, comme je disais, ça se manifeste pendant les périodes d'inactivité. Ça va s'intensifier aussi en soirée. Donc, il faut effectivement en parler au médecin parce que ça peut cacher là aussi d'autres problématiques. Mais sinon, il y a quelques astuces qui peuvent déjà soulager. Ça peut être de surélever un petit peu le matelas. On surélève un peu les jambes en posant quelque chose entre le matelas et le sommier pour surélever. On peut porter des chaussettes ou des bas de contention ou encore pratiquer des massages et des drainages. Voilà, donc ça, c'était un focus sur les trois, on va dire, gros troubles du sommeil que l'on peut rencontrer. Alors maintenant, on va parler des facteurs qui perturbent justement le sommeil. On va d'abord voir les facteurs liés à l'environnement. Le bruit. Alors évidemment, je pense que je ne vais rien vous apprendre en vous disant que pour bien dormir, c'est important d'être dans un environnement calme et non bruyant. Les bruits externes comme la circulation, mais aussi les bruits de voisinage, les animaux de compagnie aussi, on n'y pense pas assez. Mais je peux vous assurer que là aussi, si vous dormez avec votre chat ou votre chien, que vous ne parvenez pas à bien dormir, n'hésitez pas à faire le test pendant quelques semaines. Alors au début, ça se fait un peu dans la douleur pour les deux côtés, mais je peux vous assurer que là encore, c'est des choses auxquelles on ne pense pas, mais qui peuvent vraiment perturber votre sommeil.
Donc le bruit, la lumière, bien sûr, donc là aussi, une ambiance trop lumineuse. Par exemple, si on a une grande lumière au plafond et pas forcément de lampe de chevet, si on n'a pas de volet, donc là aussi, pensez à des rideaux occultants, mais aussi un radio-réveil rétroéclairé. Là aussi, ça paraît complètement anodin. Mais cette lumière, elle va être captée à travers les paupières et ça peut retarder l'endormissement ou quand vous avez cette petite période de latence entre deux trains, eh bien, vous réveillez durablement. Donc, n'hésitez pas vraiment à faire le noir complet et pourquoi pas à utiliser un masque pour vraiment être dans l'obscurité la plus totale. Et d'ailleurs, pour le bruit, les bouchons d'oreille, ça fonctionne très bien aussi. La température, donc l'idée est de ne pas trop surchauffer la pièce, 18 degrés en moyenne, on peut monter à 21 l'hiver, mais ne surchauffez pas trop la pièce, sinon ça peut vraiment perturber justement la baisse de température nécessaire à l'endormissement. Le confort, on passe un tiers de notre vie à dormir. Un matelas se change tous les 10 ans, un oreiller tous les 5 ans. Donc, vous voyez, quand on compare ça au temps de vacances, par exemple, ça remet un peu les choses en place en général, c'est-à-dire qu'on investit souvent pour plein de choses et on n'investit pas assez dans son sommeil, dans un matelas de qualité, dans des oreillers de qualité ou même des draps en coton. Utilisez des matières naturelles, évitez tout ce qui est polyester et compagnie parce que c'est fait à partir de plastique au départ et donc ça va entraîner une hypertranspiration, etc. Donc, on dort beaucoup mieux effectivement avec un matelas confortable, des oreillers aussi confortables et du linge de lit en matière naturelle. L'humidité, donc attention à l'humidité de la pièce, ça peut entraîner le développement de moisissures, de champignons qui vont en plus entraîner des problématiques respiratoires, donc on fait attention à ça. Et puis la pollution. Donc là aussi, pensez à bien aérer les pièces. L'air de nos maisons est beaucoup plus pollué finalement que l'air de l'extérieur, du fait des perturbateurs endocriniens, des peintures, des poussières, des acariens, etc. Donc très important de dépolluer son intérieur. Et donc pourquoi pas d'investir soit dans un humidificateur si la pièce est trop sèche, soit dans un capteur d'humidité, ou encore il y a des filtres aussi maintenant qui filtrent l'air en temps réel et qui permettent d'assainir l'air à l'intérieur de la maison. On a ensuite les facteurs liés au mode de vie. Alors là, il y a pas mal de choses à dire aussi. Alors les écrans, je pense que c'est une surprise pour personne. Passe beaucoup trop de temps devant les écrans, en plus ça rend sédentaire, donc ça n'aide pas non plus. Et notamment l'exposition à la lumière bleue, notamment avec les téléphones, les tablettes, les écrans d'ordinateur. Donc, on essaye de couper les écrans à peu près 1 heure minimum avant d'aller se coucher. Et on peut aussi porter des lunettes, vous savez, avec un petit filtre orangé qui va filtrer cette lumière bleue. Donc, il faut par contre les porter uniquement le soir, parce que si vous les portez en journée, ça ne va pas aider justement à la sécrétion pour la sérotonine et notamment la mélatonine. Donc, les écrans, attention. Les horaires aussi. On essaye de se coucher et de se lever à heure régulière toute la semaine, y compris le week-end. Notre organisme adore les routines, les choses qui se répètent. Donc là aussi, pour les personnes qui travaillent en horaire décalé, je pense aux soignants, les routiers, il y a énormément de professions, évidemment, je ne les ai pas toutes en tête, mais c'est vraiment très, très néfaste pour l'organisme. C'est très consommateur en termes d'énergie pour se remettre à chaque fois sur le bon rythme. Et donc, voilà, c'est vraiment délétère, il faut le savoir. Le stress, donc là aussi, qui n'est pas stressé aujourd'hui, on l'est tous et toutes. L'idée, évidemment, c'est pas d'essayer d'éviter le stress, mais c'est d'essayer de changer sa perception sur le stress. Alors, ça demande beaucoup de prise de recul, beaucoup de techniques, mais c'est effectivement un facteur qu'on retrouve à l'origine de beaucoup de problématiques de sommeil. L'alimentation, alors on va en reparler de l'alimentation, mais il y a des habitudes comme la consommation excessive d'alcool, par exemple. J'ai beaucoup de mes consultantes qui rentrent du travail stressé et qui pensent qu'un petit verre de vin en rentrant va les détendre. En fait, c'est tout le contraire. Ou alors les repas un peu trop riches, un peu trop copieux. L'activité physique, alors soit le manque d'activité physique, mais aussi les activités physiques trop intenses en fin de journée. Là, ça excite, ça redonne le côté dopamine, donc ça ne va pas aider effectivement à bien s'endormir. Et puis, les troubles de la santé et les médicaments. Alors, les médicaments, je vous en ai déjà parlé. Et les troubles de la santé, on a les personnes dépressives, anxieuses, bipolaires. Il y a énormément de problématiques qui peuvent engendrer les troubles du sommeil, donc en tout cas dans le mode de vie. Alors ça, je vais essayer de ne pas trop rester sur cette diapo, parce que si on m'emmène sur mon terrain de prédilection, ça peut durer des heures. Alors, l'impact des hormones chez les femmes.
Ça, c'est vraiment un gros sujet. En fait, en tant que femme, alors on ne s'en rend pas compte, enfin, on s'en rend souvent compte tardivement, mais on a une sorte de magie qui est le cycle ovulatoire et qui va conditionner énormément de choses. Alors, la fertilité, bien sûr, mais beaucoup d'autres choses. Et en fait, pendant le cycle menstruel, donc là, on est sur un cycle de 28 jours, c'est une moyenne, ce n'est pas une norme. Il faut savoir qu'un cycle de 28 jours, c'est une moyenne, ce n'est pas une norme. Un cycle normal, c'est entre 25 et 35 jours. Donc, au cours de ce cycle, là, on raisonne là-dessus pour que ce soit plus simple, mais vous voyez que les niveaux d'hormones qui sont ici, donc on a les œstrogènes et la progestérone, et bien, donc la progestérone est en pointillé et les œstrogènes sont en noir très plat. Première phase du cycle, on a une montée des œstrogènes pour venir faire maturer les follicules qui sont au sein des ovaires. Les œstrogènes, ce sont des hormones très dynamisantes, très énergisantes. Donc en général, en première partie cycle, on a une grande énergie, on a beaucoup d'énergie, beaucoup de facultés à communiquer. Puis vient le moment de l'ovulation, où effectivement, sous le pic de la LH, le follicule va se rompre pour laisser échapper son ovule, qui va être récupéré par les trompes de Fallope avec l'espoir d'être fécondé en cours de route. Et c'est à ce moment-là que va être sécrétée la progestérone. Alors la progestérone, c'est l'hormone progestation, mais c'est aussi une hormone qui a des effets sur l'équilibre. C'est un antidépresseur naturel, c'est une hormone qui est calmante, apaisante. Donc en général, au moment de l'ovulation, on va très bien dormir. Puis, qu'est-ce qui va se passer? L'ovule, enfin en tout cas l'organisme va se rendre compte que l'ovule n'a pas été fécondé, donc les niveaux d'hormones vont chuter. C'est ce qu'on appelle souvent l'insomnie prémenstruelle, c'est-à-dire la semaine avant l'arrivée des règles, et bien souvent les femmes ont des difficultés d'endormissement, vont avoir des réveils nocturnes, une somnolence excessive en journée, et puis ça peut durer même pendant les premiers jours de règles. On a aussi l'impact, alors là je ne l'ai pas noté, mais de la grossesse. Donc souvent on dort très bien au début de grossesse, mais après le bébé grandit, il bouge, donc tout ça, ça aide pas. L'allaitement, si on allaite, c'est pareil, on est un petit peu à la demande du bébé, donc on va se réveiller fréquemment. Et puis l'impact de la ménopause. Et oui, parce que à la ménopause, il y a un arrêt de la production des œstrogènes, en tout cas par les ovaires. Il y a le tissu adipeux qui va prendre le relais et qui peut engendrer aussi une prise de poids qui est un peu mécanique à cette période, mais qui n'est pas non plus une fatalité. Et donc cette baisse des œstrogènes, il faut savoir que les œstrogènes vont jouer sur les mécanismes de régulation du corps. Et donc, on va avoir ces fameuses bouffées de chaleur et ces sueurs nocturnes qui vont véritablement perturber les nuits. Et donc, les femmes, dans cette période, vont se réveiller effectivement fatiguées, très irritables. Ça crée énormément de problématiques. Donc, en tant que femme, on est vraiment particulièrement touchée par ces troubles du sommeil. Alors, quelles sont les conséquences des troubles du sommeil? Alors, elles sont très, très nombreuses, comme je vous disais. Je vais essayer de rien oublier, mais sur le système circulatoire et cardiovasculaire, ça va augmenter la tension artérielle. Et donc, c'est un facteur de risque supplémentaire pour l'AVC, pour les maladies coronariales, mais aussi l'insuffisance cardiaque. Ça va augmenter le rythme cardiaque. Ça peut engendrer aussi à terme un syndrome métabolique. On va avoir également une altération de la circulation sanguine, donc avec un risque de caillot sanguin et de thrombose qui va être augmenté. Sur le système digestif, ça va aggraver un RGO, donc un reflux gastro-œsophagien. Ça peut également, du coup, par ricochet, entraîner des douleurs thoraciques, un enrouement, des nausées, des vomissements, etc., du fait de cette remontée. Ça va aussi aggraver le syndrome de l'intestin irritable pour les personnes qui ont ce genre de trouble. Donc, le syndrome de l'intestin irritable, c'est une problématique digestive assez courante qui va entraîner beaucoup de signes comme des douleurs abdominales, mais aussi des gaz, de la constipation, de la diarrhée. La prise de poids. Alors, sur le système endocrinien, ça va être principalement la prise de poids, ce que je vous expliquais avec cette fameuse leptine et gréline qui vont gérer effectivement l'appétit. Ça va engendrer beaucoup d'autres problématiques, notamment au niveau de l'insuline, qui est cette hormone qui vient réguler notre glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang. Et quand on ne dort pas bien, il y a une dérégulation de cette sécrétion d'insuline qui peut même entraîner des pancréatites aiguës aussi. Sur le système immunitaire, on va retrouver effectivement une baisse de notre immunité, une baisse des globules blancs, donc on va être beaucoup plus sujet aux infections, aux problématiques en tout genre. Sur le système musculaire, j'ai oublié le musculaire. Sur le système musculaire, ça va engendrer des douleurs musculaires articulaires, ça va engendrer un risque de blessure plus important aussi chez les sportifs et sportives. On va avoir effectivement un manque de récupération. Sur le système reproducteur, alors là, ça va
altérer la libido des deux côtés, à la fois chez l'homme et chez la femme. Chez l'homme, c'est une baisse de production des spermatozoïdes de l'ordre de 30%. Et chez les femmes, ça va venir perturber l'ovulation. Donc, on va avoir des cycles qui vont devenir irréguliers, des cycles trop courts, trop longs. Et si on cherche à concevoir un enfant, eh bien, ça va engendrer évidemment beaucoup de problématiques. Sur le système cutané, eh bien, ça va engendrer un vieillissement prématuré de la peau. Ça va accélérer le processus de vieillissement en réduisant la production du collagène. Le collagène qui est une protéine qui donne à la peau son élasticité, sa fermeté. Et donc, ça va endommager la peau, favoriser l'apparition des rides, des ridules. Ça va entraîner le teint terne, mais aussi les sternes, les poches qu'on peut avoir au niveau des yeux. Ça peut aggraver l'acné aussi. On va avoir une sensibilité accrue, c'est-à-dire qu'on peut avoir des démangeaisons, la peau qui va rougir. Donc, vous voyez, ça fait quand même pas mal de choses. Sur le système respiratoire, donc là, ça va venir aussi perturber la capacité respiratoire, d'autant plus qu'il y a des problématiques d'apnée du sommeil à l'origine de tout ça. Ça peut aggraver l'asthme aussi. Au niveau du système squelettique, alors là, très important aussi, puisque ça va entraîner une déminéralisation osseuse qui peut être à l'origine de l'ostéoporose. Donc là aussi, les femmes sont particulièrement sujettes à ce genre de choses. Pourquoi? Parce qu'au moment de la ménopause, la production des œstrogènes s'arrête. Les œstrogènes sont des hormones protectrices à la fois au niveau du système cardiovasculaire. C'est pourquoi à la ménopause, le risque cardiovasculaire des femmes rattrape le niveau de celui des hommes alors qu'elles sont protégées tout au long de leur vie reproductive. Mais ça va également entraîner un manque de renouvellement de l'os et donc un risque accru de fracture, d'autant plus si on dort mal, puisque cette hormone de croissance dont je vous parlais tout à l'heure, qui régénère, qui répare les tissus, et bien du coup, elle ne va pas pouvoir correctement renouveler le tissu osseux. On a le système nerveux, donc là, ça va engendrer effectivement de la fatigue, de la somnolence, de l'irritabilité, une humeur dépressive, des troubles de la mémoire, de la concentration, une augmentation de troubles neurologiques, Alzheimer notamment, et un risque accru d'accident, bien sûr, puisqu'il y a une baisse de la vigilance, donc un risque d'accident de conduite, mais aussi sur son lieu de travail, etc. Et enfin, sur le système urinaire, donc là aussi, le système urinaire, il est soumis à ce rythme circadien, ce cycle circadien. C'est-à-dire qu'on a une vessie qui est beaucoup plus active en journée plus que la nuit. Et si effectivement on a des troubles de l'endormissement, on va se retrouver avec une dérégulation finalement d'émission et on va se lever plusieurs fois par nuit pour faire pipi, ce qui peut engendrer un cercle vicieux justement et aggraver encore plus les troubles du sommeil. Donc, comme vous le voyez, les troubles du sommeil, c'est loin d'être anodin. Ce n'est pas juste la mauvaise humeur, la fatigue et le manque de concentration. Ça va beaucoup plus loin que ça, d'autant plus si ces troubles du sommeil sont chroniques et durent déjà depuis très longtemps. Donc, je regarde l'heure parce que je suis très petite. On arrive sur la partie 2 avec justement les solutions naturelles. Mais avant ça, oui, voilà, ce que je voulais vous dire, pardon. En conclusion sur cette première partie, c'est que, de manière générale, on constate une surmortalité très importante chez les insomniaques, avec plus de 45% de risque d'avoir une attaque cardiaque. Donc, lors du travail de nuit, notamment, ça a été beaucoup étudié, il y a une désynchronisation de l'horloge circadienne liée au manque du sommeil, et c'est à l'origine de la prise de poids, je vous en ai beaucoup parlé, l'obésité, diabète de type 2, et le travail de nuit qui est cancérogène probable. Donc, sur cette partie 2, on va voir quelles sont les solutions naturelles pour mieux dormir et notamment, dans un premier temps, l'hygiène de vie. Alors, l'hygiène de vie, c'est souvent quelque chose dont on s'intéresse quand on a tout essayé. Alors qu'on devrait s'intéresser à l'hygiène de vie avant d'essayer toute autre chose. Pourquoi? Parce que l'hygiène de vie, c'est la façon dont on mène sa vie. Et la façon dont on mène sa vie, c'est des actes qu'on va répéter tous les jours. Donc, quand on fait quelque chose de positif, eh bien, il y a un effet cumulatif qui est évidemment très positif et important. Et à l'inverse, une toute petite mauvaise habitude, complètement anodine, et qu'on va répéter tous les jours, tout au long de sa vie, va avoir un effet cumulatif négatif très important. Je dis toujours que le diable se cache dans les détails. Dans le sommeil, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, avant d'aller chercher des choses complexes et des choses assez costauds, toujours s'interroger sur les petites choses du quotidien, peut-être qu'on ne fait pas forcément bien. Et notamment la routine. Alors la routine du sommeil, comme je vous disais, c'est que
Le corps et l'organisme adorent la répétition, adorent les routines. Donc, l'idée, c'est de créer ici une routine du sommeil, c'est-à-dire d'essayer d'aller se coucher tous les jours à la même heure, y compris le week-end, d'éviter effectivement les écrans avant de s'endormir. Donc, on les coupe au moins 1 heure avant. Donc, si effectivement on a des écrans dans la chambre, ça peut être intéressant de penser à les retirer, notamment les téléphones, les smartphones, etc. Essayez de créer un environnement propice au sommeil. Assurez-vous que votre chambre soit rangée, aérée, qu'il n'y ait pas du bazar, qu'il n'y ait pas des dossiers, qu'il n'y ait pas voilà, du linge qui traîne à droite et à gauche. Les couleurs aussi de la chambre. Hein. S'endormir dans une chambre rouge, c'est un peu plus compliqué que de s'endormir dans une chambre aux couleurs de la lavande. On va avoir aussi, comme je vous disais, le matelas, les oreillers, mais aussi le linge de lit. Le linge de lit en matière naturelle, on s'endort beaucoup mieux, on va beaucoup moins transpirer, on va avoir une meilleure régulation. Éviter aussi les excitants. Donc là encore, hein, le petit verre de vin le soir pour se détendre, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. De même que le café, passer une certaine heure, ou encore le tabac. Essayez de, par exemple, quelques pratiques de relaxation. Donc là aussi, ça peut être intéressant. Il existe plein de choses. L'idée, c'est de trouver ce qui peut fonctionner pour vous, que ce soit la cohérence cardiaque, la méditation, le yoga. Il y a énormément de choses qui existent aujourd'hui. L'activité physique. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, si l'activité physique trop intense en fin de journée, ce n'est pas forcément une bonne idée. La sédentarité, ce n'en est pas une non plus. C'est-à-dire qu'en fait, la sédentarité, ça peut expliquer aussi pourquoi on n'arrive pas à trouver le sommeil. La méditation, alors je vous en parlais, encore une fois, ça peut être la méditation ou d'autres techniques. On a la cohérence cardiaque, par exemple, qui se pratique n'importe où, n'importe quand et quasiment sans matériel, où on va effectivement réaligner le nerf vague avec la respiration, qui est très favorable et qui va vraiment être d'une aide importante. Et puis la sieste, pourquoi pas? C'est vrai qu'au début, quand on a des troubles du sommeil et qu'on cherche un petit peu à rééduquer son sommeil, pourquoi ne pas faire des petites siestes, des micro-siestes? Par contre, il ne faut pas qu'elles durent trop longtemps. Hein, c'est entre 10 et 30 minutes, grand maximum. Donc ça, il faut vraiment y penser. C'est vraiment, voilà, d'abord, l'hygiène de vie. Qu'est-ce qu'on va pouvoir optimiser? On va avoir également l'impact de l'alimentation. Donc ça, je vous en parlais tout à l'heure. Pour bien comprendre justement comment notre alimentation va impacter notre sommeil, en fait, il faut faire un petit focus sur cette production de la mélatonine. Donc, comme je vous disais, la synthèse de la mélatonine, elle démarre à peu près vers 21 h. Mais en fait, ça commence surtout dans l'assiette. Et notamment, dans l'alimentation, il y a quelque chose qui va nous intéresser tout particulièrement, ce sont les protéines. Pourquoi? Parce que les protéines, alors une protéine, c'est constitué de plein de petits acides aminés. En fait, si on considère que la protéine, c'est un mur, les petites briques qui bâtissent ce mur s'appellent des acides aminés. Des acides aminés, il y en a plein, il y en a qui sont essentiels, qu'on doit absolument apporter par l'alimentation, et il y en a qui sont considérés comme non essentiels, qu'on va pouvoir synthétiser même s'ils ne sont pas présents dans l'alimentation. En l'occurrence, ici, ce qui nous intéresse, c'est le L-tryptophane. On va retrouver, alors je vous donnerai la liste des aliments après, mais ce L-tryptophane, qu'est-ce qu'il va faire? Quand on va l'ingérer, il va être digéré, etc., via les différents processus, et il va passer la barrière hémano-encéphalique pour aller créer ce qu'on appelle du 5-HTP. Alors, le 5-HTP, c'est du 5-hydroxytryptophane. C'est la suite, en fait, de la synthèse. Le L-tryptophane va servir à la synthèse du 5-HTP. Et en fait, ce 5-HTP va lui-même être le précurseur de notre fameuse sérotonine. Et souvenez-vous, cette fameuse sérotonine, c'est le précurseur de quoi? De notre mélatonine, l'hormone du sommeil. Donc, on comprend bien que si dans l'assiette, il n'y a pas assez de protéines, et notamment des protéines qui vont être riches en L-tryptophane, qu'est-ce qui va se passer? On ne va pas pouvoir synthétiser le 5-HTP. Et ce 5-HTP, du coup, il ne va pas pouvoir être converti en sérotonine. S'il n'y a pas de sérotonine, il n'y a pas de mélatonine. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, quand on a un manque de sérotonine, eh bien, on va retrouver des troubles de l'humeur, de l'irritabilité, des pulsions de sucre, des troubles du sommeil. Donc là encore, les pulsions de sucre, beaucoup de personnes ont des pulsions de sucre. Donc là aussi, faites le lien, troubles du sommeil, pulsions de sucre, sérotonine. Et donc du coup, la meilleure façon de gérer, entre guillemets, d'améliorer les pulsions de sucre, eh bien, c'est de revenir à l'assiette et de rééquilibrer tout ça.
Alors, comment on va faire pour optimiser notre fameuse sécrétion de sérotonine, puisqu'on a bien compris que c'est cette sérotonine qui sert de précurseur à la mélatonine? Eh bien, on va essayer d'avoir des sources de tryptophane, justement, de tryptophane dans son assiette. Donc, ça va être quoi? Les protéines principalement, donc les œufs, les viandes blanches, le poisson, mais ça peut être aussi les céréales complètes qui vont en contenir, comme le quinoa, le riz, l'avoine, le soja, le seigle, le sésame, les légumineuses aussi, lentilles, pois chiches, haricots secs, mais aussi les oléagineux, les noix, les amandes, les produits laitiers aussi, et les bananes qui en contiennent aussi pas mal. On va rajouter là-dessus des vitamines B. Alors, les vitamines B, c'est B comme bien-être. C'est facile à retenir. Moyen mnémotechnique, vitamine B ou bonheur, comme vous voulez. Donc ça, on va les retrouver dans les céréales complètes que je vous citais tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'elles se retrouvent, par exemple, dans l'enveloppe du blé. Et c'est l'opération de blutage, quand on va séparer le grain, finalement, de son enveloppe pour fabriquer de la farine blanche, qui fait que on va perdre aussi toutes ces vitamines. Donc, c'est intéressant d'aller plutôt sur des céréales complètes, semi-complètes. Donc, on essaie d'éviter tout ce qui est blanc, farine blanche, riz blanc, pâte blanche, pain blanc, pardon, et on va remplacer par pain complet, pâte semi-complète, riz complet ou semi-complet si on peut. On va rajouter là-dessus des acides gras, les bons acides gras. Alors là aussi, il y a une peur du gras. Le gras ferait grossir. En fait, c'est faux. C'est le sucre qui fait grossir, ce n'est pas le gras. Notre corps est capable de fabriquer du sucre à partir du gras. L'inverse n'est pas possible. Et si on se replace un peu à l'époque préhistorique, nos corps biologiquement n'ont pas vraiment changé. Par contre, notre environnement a beaucoup changé. Et à l'époque, il n'y avait pas de gâteau, il n'y avait pas de tout ça. Donc, on trouvait le sucre principalement dans les fruits, dans les baies, et encore, fallait avoir de la chance, être à la bonne latitude, à la bonne saison pour en trouver. Notre corps est capable effectivement de fabriquer du sucre à partir du gras. L'inverse n'est pas possible. Donc, il faut effectivement avoir de bons acides gras dans l'assiette. En plus, certains sont protecteurs des risques cardiovasculaires, donc très importants. Et puis des antioxydants qu'on va retrouver principalement dans les fruits et les légumes frais. Et là, vous avez l'équation parfaite pour produire votre sérotonine. Alors, il manque la lumière, bien sûr, mais en tout cas, voilà comment on peut rééquilibrer, en tout cas essayer de retrouver le sommeil naturellement avec l'alimentation. Donc, à privilégier, c'est ce que je vous disais. Alors, la liste n'est pas complète, mais vous voyez. Et puis, le magnésium aussi, qui est très intéressant. Pourquoi le magnésium? Parce que c'est un myorelaxant. Donc, il va aider justement à relâcher les muscles. Il agit également sur l'humeur. C'est un décontractant. Donc, là aussi, il y a beaucoup d'aliments qui en contiennent. Donc, avant de se supplémenter, allons déjà remplir nos assiettes correctement. Qu'est-ce qu'on va éviter? Les aliments gras, mais le mauvais gras, le gras trans, celui des aliments transformés. Donc évidemment, junk food, plats préparés et compagnie. Les sodas et les boissons énergisantes, donc évidemment, ça fait sens. La caféine aussi, donc on évite aussi le café. Alors l'idée, c'est pas de s'en priver totalement, mais c'est de le consommer à bon escient. Donc on évite effectivement le café après 14 heures, c'est mieux. L'alcool, donc là aussi, c'est un excitant. Chez les femmes, sachez aussi que l'alcool est œstrogénique. Donc, notamment, avant la période de la ménopause, avant que les œstrogènes baissent, on est souvent dans un climat inverse, c'est-à-dire qu'il y a une baisse progressive de la progestérone due au fait que notre réserve ovarienne se tarit. On se retrouve dans un contexte de dominance œstrogénique qui va être aggravé par le stress, les perturbateurs endocriniens, l'alcool, et on se retrouve avec une balance qui est complètement déséquilibrée. Et les signes de la dominance en oestrogène, c'est quoi? C'est règles abondantes, fibrome, cancer du sein, ballonnement, prise de poids, etc. Et souvent, ça survient entre 35 et 45 ans. Alors, il y a une origine mécanique naturelle à tout ça, mais qui est aggravée notamment par la consommation d'alcool. La nicotine, bien sûr, et puis les sucreries. Les sucreries, c'est un côté aussi un peu excitant, c'est un stimulant, tout simplement. Alors, je vous ai mis une journée type. Voilà, journée type classique pour optimiser la synthèse de mélatonine et de sérotonine et de dopamine en même temps, allons-y. Donc, avec petit-déj, une version entre guillemets un peu plus sucrée, une version un peu plus idéale. L'idéal, c'est le matin, c'est de manger des protéines, c'est plutôt d'aller manger du gras, du salé et du protéiné. Par exemple, donc une eau, une tisane sans caféine, un bon pain au levain, une petite purée d'amandes complète et un fruit, ou une version un peu plus salée, brouillée, épinards, pain au levain. Le midi, du saumon, là encore, avec des protéines.
une salade verte avec des épinards, des noix, donc on retrouve les oléagineux, les céréales complètes avec le riz brun ou le quinoa, l'avocat pour les bons gras, la collation de l'après-midi, très importante la collation de l'après-midi. Pourquoi? Parce qu'on va avoir un pic en fait de sérotonine à ce moment-là, et donc c'est le meilleur moment pour apporter du sucre à l'organisme, et des bons sucres, sucre des fruits, donc un fruit frais, une compote par exemple, mais aussi des oléagineux, un peu de chocolat noir par exemple, c'est le meilleur moment de consommer du sucre. Et le soir, un dîner assez léger, alors on peut même faire un dîner de type végétarien le soir. Parce que le soir, il ne faut pas consommer non plus trop de protéines, parce que ça peut venir un petit peu justement perturber la synthèse de la mélatonine, mais si on est sur voilà, des protéines pas trop fortes, entre guillemets, ou en tout cas une proportion raisonnable, ça ne pose pas de souci. Et ça, en plus, c'est un type de menu qui n'élève pas trop la glycémie non plus. Et donc, ça évite aussi, entre guillemets, la prise de poids, mais aussi l'élévation du cortisol qui peut lui aussi venir créer une sorte d'état de stress relatif et perturber le sommeil. Alors, on arrive sur les plantes pour mieux dormir. Nos amis les plantes. Alors, il existe effectivement de nombreuses plantes qui vont contribuer à améliorer le sommeil et la qualité du sommeil. Alors, quand on cherche effectivement à améliorer son sommeil, il y a des propriétés qu'on va venir rechercher particulièrement dans les plantes. Alors, ça va être notamment les propriétés sédatives, c'est-à-dire des plantes qui vont aider à calmer l'esprit, à favoriser la relaxation et donc qui vont favoriser l'endormissement. On parlera de la valériane, de la passiflore et de la lavande, par exemple. On a les plantes anxiolytiques qui, elles, vont réduire l'anxiété et le stress, qui peuvent perturber le sommeil. Donc, on parlera du millepertuis et du pavot, notamment de pavot jaune de Californie. Et ensuite, on a les plantes hypnotiques, qui, elles, ont des propriétés somnifères qui vont aider à favoriser le sommeil profond. Et on va retrouver à nouveau la valériane, la passiflore et le pavot. Donc ça, on va parler des extraits, en fait, de plantes. Et tout à l'heure, on parlera des huiles essentielles. Alors, pour vous expliquer un petit peu comment on produit ces extraits de plantes qu'on va retrouver, que vous retrouvez dans la boutique sous format liquide, eh bien, on va venir déjà chercher la plante dont on a envie d'extraire les principes actifs, donc ce qu'on appelle ici les molécules d'intérêt. Ça, c'est la matière première. Et on va venir la plonger dans un solvant. Alors, ce solvant, ça peut être de l'alcool, ça peut être de l'eau, plus rarement de l'eau, parce qu'on n'extrait pas grand-chose dans l'eau, mais ça peut être de la glycérine ou un macérat hydroglycériné, par exemple. Donc ici, c'est principalement de l'alcool, parce que l'alcool a cette propriété de venir comment dire, extraire les principes actifs. Donc, on va plonger tout ça effectivement dans notre solvant. On va laisser macérer et puis ensuite, on va filtrer. Donc, on va avoir d'un côté le résidu solide végétal, dans lequel il n'y aura plus grand-chose. Et de l'autre côté, on aura notre extrait chargé donc, de principes actifs. Ensuite, on va mettre en bouteille. Et donc, selon les plantes, on va voilà, chercher on ne va pas forcément utiliser la même matière. Ce sera les fleurs, les racines, etc. Tout va dépendre un peu de la plante. Et on va commencer par une belle fleur jaune, celle du pavot, le pavot jaune justement de Californie. Alors on l'appelle communément le somnifère des thérapeutes. C'est pas pour rien. Vous allez voir, on va la retrouver à plusieurs reprises dans le petit arbre décisionnel que je vous proposerai à la fin. Donc il a une action sur les récepteurs aux benzodiazépines, c'est-à-dire ces fameux médicaments qu'on utilise. Donc, il va agir à peu près de la même façon. Il va venir se fixer sur ces récepteurs et donc engendrer effectivement des effets positifs, notamment calmants et somnifères. Donc, il est plutôt indiqué pour les difficultés d'endormissement, mais aussi les réveils nocturnes, les insomnies, et les insomnies liées par exemple à l'anxiété ou encore la rumination mentale, et il va diminuer nettement la phase d'endormissement et allonger la durée du sommeil. Donc ça, le pavot jaune de Californie, c'est vraiment un peu la plante de première intention que vous pouvez tester si vous avez des troubles du sommeil. Donc, je ne vous parle pas des posologies parce qu'elles diffèrent selon chaque plante et vous les retrouverez sur les différents emballages. Mais ça, voilà, c'est le somnifère des thérapeutes, donc idéal pour les difficultés d'endormissement et surtout en cas d'anxiété.
Deuxième plante très intéressante, la mélisse officinale. Donc, elle aussi, elle possède évidemment des propriétés sédatives, mais aussi antispasmodiques et anxiolytiques. Donc, la mélisse, elle est intéressante parce qu'elle va venir se fixer sur les récepteurs GABAergiques du système nerveux central. Et donc, elle est intéressante, par exemple, quand il y a des manifestations psychovégétatives aussi. Quand on va avoir tendance à reporter le stress au niveau du ventre. Des personnes stressées, tout de suite, hop, le transit se coupe. Ou alors, au contraire, ça part en diarrhée, ou alors ça ballonne, etc. Donc là, ça peut être vraiment très intéressant. Et aussi, quand on a des difficultés digestives, tout simplement, comme je vous disais tout à l'heure, qui peuvent perturber le sommeil. Donc, en cas de codite, de spasme biliaire, de douleur gastro-intestinale, d'aérophagie. Donc, très intéressante pour les insomnies liées au stress, à l'anxiété, aux angoisses, à la nervosité de manière générale, et notamment si on a tendance à tout reporter au niveau du ventre. Autre plante, alors très jolie celle-ci, regardez-moi cette fleur, qui est superbe, c'est la passiflore. Alors, la passiflore, c'est la plante de l'excitation nerveuse et de l'hypersensibilité sensorielle. Quand on est vraiment intolérant au bruit, aux odeurs, au stress, on parle beaucoup de l'hypersensibilité. Vous en avez probablement entendu parler, soit dans les magazines, ou, voilà, il y a énormément d'ouvrages aussi qui sont sortis sur ce sujet. Donc là, c'est vraiment une plante idéale pour les personnes qui vont être hypersensibles. Elle a des propriétés anxiolytiques, sédatives, calmantes, donc indiquées dans l'anxiété avec nervosité, agitation, hyperactivité, plutôt l'insomnie légère, et intéressante également pour les troubles de la ménopause. On a notamment des études ici qui ont montré les propriétés anxiolytiques et sédatives de cette plante et qui ont contribué à améliorer la qualité du sommeil chez les femmes ménopausées. Il y a certaines études qui ont également suggéré que ça pouvait aider à réguler un petit peu justement la perturbation hormonale de la ménopause. Il faudrait que ce soit confirmé par 2 études, mais en tout cas, c'est plutôt intéressant. Donc, intéressant dans le contexte d'insomnie et d'anxiété, et particulièrement au moment de la ménopause. Ensuite, on a la valériane. La valériane qui est ici, la valériane officinale. Donc, elle possède des propriétés sédatives, bien évidemment, au niveau du système nerveux central, et elle est calmante, anxiolytique, hypotensive et antidépressive. Son action se module selon la dose. Il y a évidemment une posologie à respecter, mais en tout cas, sachez qu'on peut commencer avec une posologie moindre et augmenter, et en fonction, on va dire, de votre réceptivité, trouver la bonne dose pour vous. Donc, c'est une plante aussi à effet retardé. Donc, l'idéal, c'est souvent de la prendre alors, sur un profil à rumination. Vous voyez, des gens qui vont beaucoup ruminer, qui ont des obsessions comme ça, qui tournent un petit peu en boucle et qui les empêchent de dormir. Ça peut être une plante qui est intéressante. À chaque fois, j'essaye de vous donner de vous décrire un peu le type de personne à qui ça pourrait correspondre pour que vous puissiez voir un petit peu ce qui peut vous convenir. Alors ensuite, on a une autre plante très intéressante, c'est le millepertuis. Le millepertuis, c'est un psychotonique qu'on utilise chez les personnes donc dépressives. Il va agir principalement en inhibant la myoamine, oxydase oxygenase, ce qui va avoir pour effet d'augmenter la dopamine. Alors, la dopamine, c'est un neurotransmetteur qui est impliqué alors dans la communication au sein du système nerveux, mais qui a un effet moteur. C'est l'entrain, la capacité à foncer, à y aller, à prendre des décisions. Et quand on manque de dopamine, eh bien effectivement, ça va se matérialiser par l'impression de regarder passer le train et de ne pas monter dedans. On va beaucoup procrastiner, on va avoir un manque de confiance en soi, etc. Donc ça, c'est souvent le manque effectivement de dopamine. Et donc cette plante, elle va être intéressante justement pour booster les personnes qui en manquent. Donc il est sédatif, il améliore la qualité du sommeil, il va diminuer la phase d'endormissement et allonger aussi la durée du sommeil, il va réduire le temps nécessaire pour s'endormir, et donc intéressant en cas de troubles dépressifs, notamment les gens qui manquent de dopamine. Par contre, attention avec le millepertuis. C'est une plante qui a des interactions avec plus de 70 médicaments au bas mot. Il y en a probablement beaucoup plus. Donc, c'est une plante que l'on prend si
et seulement si on ne prend aucun autre médicament. J'insiste. Même la pilule contraceptive, parce que le milpertuis va annuler l'action de la pilule contraceptive. Il y a eu beaucoup de grossesses non désirées à cause de ça. Donc, si et seulement si on ne prend aucun autre médicament. C'est une plante fabuleuse, sinon on s'abstient. Mais très efficace. Alors ensuite, on a le une plante qu'on connaît bien dans le Nord. Donc le houblon, très intéressant aussi, des propriétés sédatives qui peut être utilisé pour traiter effectivement l'insomnie, l'anxiété. Un autre effet très intéressant ici, c'est son action. Alors l'action sédative, pardon. Donc c'est dû à la présence en fait d'une oléorésine, qu'on appelle la lupuline, et qui va effectivement lui conférer son activité sédative et un peu hypnogène. Mais surtout, le houblon, il contient en fait le plus fort des phytoœstrogènes, qu'on appelle l'opéine. Et en fait, un phytoœstrogène, c'est quoi? C'est une molécule qui va venir se fixer sur un récepteur hormonal, en l'occurrence ici sur les récepteurs aux œstrogènes. Et en fait, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que quand notre hormone naturelle, nos fameux œstrogènes naturels, viennent pour se fixer sur ce récepteur, eh bien, la place, elle est déjà occupée par l'opéine. Un peu comme le ferait, on va dire, un perturbateur endocrinien, même si évidemment, ce n'en est pas un. Ce qui se passe, c'est qu'au moment de la ménopause, encore une fois, quand il y a une baisse des œstrogènes, ça peut être intéressant de venir chercher effectivement un phytoœstrogène qui va venir mimer l'action des œstrogènes pour réduire les troubles de la ménopause, notamment les sueurs nocturnes, les bouffées de chaleur et autres. Donc, très intéressant dans ce contexte. Sauf que, comme c'est le plus puissant des phytoœstrogènes, on ne le prend surtout pas si on a des antécédents personnels ou familiaux de cancers hormonodépendants, c'est-à-dire cancer du sein, des ovaires, de l'utérus et certains types de cancers du poumon. Si vous n'avez pas d'antécédents personnels ou familiaux, il n'y a aucun souci. Ça ne va pas vous donner, entre guillemets, de cancer ou augmenter votre risque de cancer. Mais par contre, s'il y a des cas, si vous-même vous avez eu un cas ou que vous en avez un dans votre famille, on s'abstient. Mais sinon, c'est une plante qui est exceptionnelle pour à la fois son côté sédatif, mais aussi pour réguler énormément de troubles liés à la ménopause. Ces effets ont été démontrés par de nombreuses études, notamment un essai qui avait été fait sur 2 semaines et qui avait amélioré la qualité des femmes ménopausées. Ça, c'était en 2012. Et on a une autre étude de 2017, là aussi, qui avait contribué à démontrer la réduction des symptômes de l'insomnie chez des adultes de bonne santé. Alors ensuite, on a l'aubépine. L'aubépine, c'est les 3 L. Elle ralentit, elle renforce et elle régularise les battements du cœur. Donc ça, c'est vraiment intéressant en cas d'insomnie liée au côté un petit peu palpitant, le côté palpitation. Donc évidemment, quand on a des palpitations, première chose à faire, aller voir son médecin. Souvent, on vous fera passer un bilan cardiaque qui ne montrera pas grand-chose, on vous dira que tout est normal. Pour autant, vous pouvez ressentir des palpitations à cause du stress, de la nervosité, des angoisses ou de l'anxiété. Donc cette plante, elle va être très intéressante, notamment déjà pour réduire la tension artérielle. Ça, c'est intéressant. Elle a un effet relaxant, elle va améliorer la qualité du sommeil et réduire le temps nécessaire à l'endormissement. Par contre, là aussi, il y a quelques interactions avec certains médicaments, notamment si vous prenez des médicaments pour le cœur, justement, il ne faut pas la prendre. Donc, mais en tout cas, si vous n'en prenez pas, mais que pour autant vous avez quand même des palpitations, elle peut être très intéressante pour régulariser, pour renforcer et ralentir tout ça. Donc, c'est vraiment pour plus le côté palpitant. Alors ensuite, on a l'oral de tilleul que je vais vous faire passer. Là, vous allez pouvoir la sentir. Alors, si vous voulez pas la pchiter, vous pouvez l'ouvrir et la respirer au flacon. Alors, l'eau florale, je vais vous expliquer. Je vais peut-être vous retirer ça. Je la fais passer comme ça. Je la fais passer, puis je la récupère de l'autre côté. Donc, en fait, l'hydrolat, l'eau florale, pardon, de tilleul. Donc, le tilleul qui a des propriétés, là aussi,
relaxant, apaisant, sédatif, qui va favoriser le sommeil et améliorer sa qualité. Et on va pouvoir l'utiliser de différentes façons. Soit on va le cheater, entre guillemets, dans la pièce, et on va pouvoir on va parler après de la sphère psycho-émotionnelle, et donc profiter de ces effets relaxants via la voie olfactive. Mais on va pouvoir aussi l'inhaler, soit effectivement sur un mouchoir, sur un support, etc. Ou le boire dans une eau chaude, par exemple. Ça va vous faire une boisson apaisante et bienfaisante que vous allez pouvoir prendre le soir avant de dormir. Dans la même famille, nous avons l'eau de fleurs d'oranger. Là aussi, je vais vous la faire passer. L'eau de fleurs d'oranger qui a des propriétés relaxantes et apaisantes à la fois pour le corps mais aussi pour l'esprit, qui va nous aider à retrouver un sommeil réparateur, apaisant, qui va favoriser le sommeil. Et donc, elle va être là aussi intéressante. Alors, vous l'utilisez peut-être en cuisine, peut-être pour parfumer la pâte à crème, mais sachez que là encore, vous pouvez l'utiliser en inhalation, soit en la vaporisant dans une pièce, soit sur un support comme choix, vous les dites que si décalé, vous savez qui diffuse, mais aussi dans une boisson. Voilà, ça vous fait une boisson apaisante et relaxante. Et les hydrolats sont également très intéressants sur les publics sensibles qui ne peuvent pas utiliser les huiles essentielles, par exemple. On va en parler après, notamment les femmes enceintes et les enfants. C'est très compliqué d'utiliser les huiles essentielles parce qu'il faut bien les connaître, etc. Donc, les hydrolats, les eaux florales, qui sont le sous-produit de la distillation des huiles essentielles dont on va parler après, sont chargés en principe actif, mais beaucoup moins qu'une huile essentielle. Donc, très intéressant sur un public sensible, à qui on ne peut pas donner l'huile essentielle. Alors, on a aussi les tisanes. Peuvent être très intéressantes. Donc, on fait passer les boîtes pour que vous puissiez regarder un petit peu ce qu'il y a dedans, même si tout ça, c'est bien noté ici. Donc, on a deux tisanes qui sont intéressantes dans la gamme, on peut passer par ici, de chez Ladro. On a l'infusion relaxation qui va contenir de la mélisse, de la camomille, de la passiflore, de la verveine et de l'aubépine. Et puis, on a l'infusion biosommeil qui, elle, va contenir plutôt de la mélisse, de la verveine, du tilleul, de la marjolaine et de la lavande. Donc, moi, je donnerais plutôt celle-ci à quelqu'un qui a justement, voilà, qui est un petit peu boosté, qui est un peu, quand on se sent énervé finalement, et l'autre plutôt pour favoriser le lâcher-prise, par exemple, hein, les personnes qui ont des difficultés d'endormissement. Et après, il faut tester les deux, pourquoi pas, et voir un petit peu celle que vous préférez, parce que vous, ce n'est pas non plus tout à fait la même chose. Mais en tout cas, la tisane, alors pour revenir dessus, parce qu'on a souvent tendance à croire que la tisane, c'est de remède de mémé qui ne marche pas, etc. Alors, la tisane, déjà, c'est hyper accessible en termes de prix, il faut le savoir, donc c'est quand même accessible à beaucoup de monde. C'est un moment, entre guillemets, que vous faites un peu en conscience parce qu'il faut faire chauffer de l'eau, il faut vous préparer, donc c'est aussi un temps que vous octroyez pour vous, et ça, c'est important dans ce monde voilà, dans lequel on vit en complète déconnexion avec plein de choses. Et puis surtout, ça marche, la tisane. Donc, il faut vraiment, là encore, c'est une habitude que vous ancrez, qui va créer un rituel. Comme je disais, votre corps adore les rituels. Donc, sacraliser un petit peu ce moment de la tisane le soir, ça peut être une bonne idée de, d'instaurer ce rituel. Donc, je vous ai fait un petit arbre décisionnel pour vous donner un petit peu des pistes avec des troubles du sommeil, donc légers ou récents, avec anxiété, ici, sont récurrents avec décalage horaire. Le pavot, vous voyez, on le retrouve dans les 3 cas, ce petit faire du thérapeute qui marche très bien. Et en fonction des cas, vous avez différentes plantes à tester. Par contre, on arrive sur la partie donc aromathérapie. Là, on va parler effectivement de l'huile essentielle. Alors ici, à Saillon, vous êtes quand même, en tout cas dans une région productrice d'huile essentielle, donc je pense que vous savez probablement comment on les produit. Mais si vous ne le savez pas, je vous invite à visiter une distillerie parce que c'est très riche d'enseignements. Donc rapidement, pour vous expliquer comment c'est produit, on va venir mettre une source de chaleur ici.
on va venir donc mettre de l'eau, donc ça va créer de la vapeur. On va venir mettre des plantes ici. Donc la plante qu'on cherche justement à distiller et donc à faire l'huile essentielle. La vapeur va traverser la plante, elle va en extraire les principes actifs, on va venir refroidir cette vapeur et qui va se retrouver à l'état liquide. Et on va obtenir deux produits. En haut, l'huile essentielle, très riche, très chargée en principes actifs. Et en dessous, on va récupérer l'hydrolat, donc l'eau florale que je vous ai fait passer. Et donc ici, on va utiliser les huiles essentielles via la voie donc, olfactive pour avoir une action sur le psycho-émotionnel. Alors tout ça, c'est une matière scientifique, l'aromathérapie. Très intéressant, ça a été étudié et aujourd'hui on a des chromatographes, c'est-à-dire des appareils dans lesquels on va venir mettre effectivement un liquide à analyser et on va pouvoir extraire toutes les molécules qui composent ce liquide. Donc aujourd'hui, sur l'huile essentielle, on est capable de dire de quelle molécule biochimique elle se compose et selon sa composition, on sait que telle molécule va avoir telle vertu, etc. Donc c'est une matière scientifique. Il faut savoir aussi que l'aromathérapie a fait il y a quelques années discrètement son entrée à l'hôpital. Alors très discrètement, on verra qu'avec le Covid, on est passé un peu plus par la grande porte. Mais l'aromathérapie via la voie olfactive et sur la sphère psycho-émotionnelle a beaucoup été utilisée, notamment dans les services de gériatrie, pour accompagner les personnes qui avaient Alzheimer ou qui avaient des comas, ou même pour accompagner la fin de vie, par exemple. Et avec l'épidémie de Covid, on a vu aussi qu'on pouvait rééduquer l'odorat que certaines personnes avaient perdu grâce à des petites mallettes qui avaient été composées pour justement venir stimuler la mémoire, puisqu'on verra aussi que la mémoire, eh bien, elle est faite aussi avec les odeurs. Donc, comment ça marche? Quand vous sentez une huile essentielle, elle va effectivement être accueillie par votre nez et les fosses nasales qui vont servir de récepteurs. Les cils olfactifs, qui sont à l'intérieur de nos narines, vont, eux, en fait, vont servir de transformateurs. Ils vont transformer effectivement cette information qui va être conduite via le nerf olfactif au cerveau qui va analyser l'information, la décrypter et puis peut-être aller chercher des souvenirs, alors des bons, des moins bons, mais en tout cas, il va se passer quelque chose. L'odorat, c'est le seul de nos 5 sens qui est directement branché au cerveau. Il n'y a aucune interprétation. C'est-à-dire que vous le vouliez ou non, une odeur parle à votre cerveau. Et c'est un moyen très puissant, encore une fois, de rééduquer alors à la fois l'odorat, mais aussi voilà, de travailler sur des souvenirs, de travailler sur énormément de choses. Et ici, eh bien, on va venir utiliser certaines huiles essentielles qui vont avoir cette capacité eh bien, à relaxer l'organisme. Comment ça marche? On va respirer l'huile essentielle très simplement, soit directement au flacon. Donc l'idée, un flacon, on le pose au niveau du plexus, on le fait monter tout doucement, et puis on va avoir un petit vent qui va se former. Sinon, il y a la technique des mains en cathédrale. Alors là, il faut être un petit peu habile pour ne pas s'en mettre plein les mains, mais on va venir poser le flacon au centre des mains comme ça. On va faire comme une petite cathédrale. On va se mettre comme ça et on va venir poser le nez entre les pouces. Et là, vous avez un inhalateur de poche que vous pouvez vous créer, par exemple, au bureau pour éviter d'encombrer vos collègues avec des odeurs qui peut-être n'apprécient pas. Et donc, ça vous permet de venir respirer directement une huile essentielle au flacon. On peut également utiliser un aromastique de poche. Vous savez, c'est des petits sticks en plastique dans lesquels il y a une mèche de coton. Vous allez imbiber. Donc, très utile là aussi pour le sac à main, pour la voiture, pour le bureau, mais aussi sur un mouchoir tout simplement. Ou pourquoi pas un diffuseur atmosphérique. Vous voyez, c'est assez simple. Il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. Et donc, on a des huiles essentielles qui sont particulièrement intéressantes pour le sommeil, et notamment une que vous connaissez probablement bien ici, que cette région de production de lavande, ça va être cette fameuse lavande ou lavande. Donc l'huile essentielle de lavande, c'est effectivement une des plus utilisées pour favoriser donc, le sommeil, soulager les troubles du sommeil. Elle est obtenue à partir des fleurs qu'on va effectivement donc, distiller. Donc, elle a des propriétés sédatives et relaxantes. Elle va réduire l'anxiété, mais aussi améliorer la qualité du sommeil et elle réduit aussi les tensions musculaires. Donc, très important, là aussi, vous pouvez l'utiliser encore une fois à même le flacon en la diffusant. Vous pouvez aussi l'ajouter à un bain chaud. Alors, pas directement dans l'eau, là, j'insiste.
on ne met pas de l'huile essentielle directement dans l'eau, ce n'est pas miscible dans l'eau. Il faut la mélanger dans un corps gras, comme par exemple une base pour le bain qui va être neutre, ou encore des sels d'Epsom, par exemple, mais on ne met pas l'huile essentielle directement dans l'eau. Ça, c'est important. Vous pouvez aussi la mettre dans une huile végétale, par exemple, pour justement faire une huile de massage qui va venir détendre les muscles, etc. Vous pouvez effectivement la poser aussi ici sur le plexus solaire pour avoir cette action de détente. L'huile essentielle de lavande, on a beaucoup d'études là aussi qui nous démontrent ses effets pour améliorer les troubles du sommeil. Une autre huile essentielle très intéressante aussi, alors moi je l'adore aussi particulièrement celle-ci, c'est l'orange douce. L'orange douce, c'est le doudou olfactif. Il y a une odeur qui est très ronde, très gourmande et elle convient aussi bien aux grands qu'aux petits. Elle est apaisante, elle est relaxante, calmante, elle va aussi réduire donc, le stress. Elle a un effet un peu antidépresseur aussi, elle ramène un petit peu justement de la joie et de la gaieté, elle va améliorer l'humeur. Donc encore une fois, là c'est une huile essentielle adaptée aussi bien aux grands qu'aux petits et elle plaît beaucoup justement aux enfants. Donc là encore, on prend beaucoup de précautions avec les enfants. Donc soit on la diffuse dans la pièce avant que l'enfant ne vienne dormir. Évidemment, s'il est asthmatique, on va s'abstenir ou allergique. Mais sinon, on peut en mettre peut-être quelques gouttes sous l'oreiller, par exemple. Ça peut aussi être intéressant pour une première approche. Ensuite, on va avoir une autre huile essentielle. Alors, celle-ci, je vous préviens, c'est soit on l'aime, soit on la déteste. En général, c'est une odeur qui est assez clivante. C'est l'ylang-ylang. Je vais faire passer de ce côté cette fois. Donc, l'ylang-ylang, c'est une odeur à la fois fleurie et vanillée, mais qui est intéressante pour inciter au lâcher-prise. Donc, notamment les personnes qui ont du mal à décrocher de leur journée, hein, qui ont du mal justement à aller dans cette phase d'endormissement. C'est une huile essentielle qu'on utilise beaucoup dans les massages bien-être. Elle a un effet régulateur de l'humeur, elle a un effet sédatif, elle va réduire l'anxiété, elle régule aussi le rythme cardiaque et elle favorise le lâcher-prise. Donc là aussi, on peut l'utiliser en diffusion, mais aussi en massage bien-être, elle fonctionne très bien. Et petite info non négligeable, elle est intéressante aussi pour augmenter la libido. Là aussi, c'est une problématique qui touche beaucoup de personnes du fait du stress, du manque de sommeil, de la fatigue, etc. Donc, c'est une huile essentielle qui peut être très intéressante à utiliser dans cette optique. Alors ensuite, on a la camomille romaine. Alors, elle va être plutôt indiquée pour les personnes qui vont avoir tendance à se réveiller la nuit. Donc là aussi, hein, apaisante, sédative, relaxante. Elle a un effet régulateur de l'humeur également. Elle peut améliorer la digestion aussi et réduire les troubles digestifs si on l'applique par exemple en massage. Donc là, plutôt pour les réveils nocturnes ou les réveils précoces le matin. Alors la bergamote, je ne goûte pas à mon plaisir puisque c'est l'une de mes préférées, celle-ci. Alors moi, quand je l'ouvre celle-ci, voilà, c'est des paillettes en bouteille. C'est une odeur qui est acidulée, qui est assez ronde et en même temps acidulée, qui pétille. Très intéressante. Elle a une fragrance qui est très rafraîchissante et agréable. Elle est relaxante, apaisante, calmante. Elle va réduire le stress. Elle soulage la dépression. Elle va améliorer l'humeur également. Donc, on peut là aussi l'utiliser directement au flacon, l'aromatique, la diffusion. Très intéressante cette bergamote. Aussi pour la dépression saisonnière. Pensez aussi aux huiles essentielles de citrus. Très intéressante pour se sortir un peu de la dépression saisonnière, du mauvais temps, etc. C'est très important. Donc là aussi pour les personnes qui vont avoir tendance à se réveiller la nuit ou qui vont avoir des troubles de l'humeur. Le petit grain de cigarette. Donc là aussi, une odeur qui est assez clivante avec son petit grain. Je vais peut-être faire passer de ce côté, du coup, je crois qu'il y a trois par là.
Donc, le petit grain. Pour les personnes qui ont des réveils nocturnes ou des réveils précoces, et aussi les personnes qui vont souffrir d'anxiété, mais aussi de stress, elle a un effet relaxant, apaisant, sédatif. Et elle réduit également les tensions musculaires, donc très intéressante cette huile essentielle. L'huile essentielle de petit grain, elle est issue du bigaradier que l'on trouve en Asie. Et donc, le petit grain, on l'obtient par la distillation en fait des rameaux et des feuilles du bigaradier. Quand on distille les fleurs du bigaradier, on va obtenir une autre huile essentielle que je vais vous passer, qui s'appelle l'huile essentielle de Nérodi. Donc c'est aussi pour vous dire que pour une même plante, en fait, selon la partie de la plante qu'on va distiller, on va obtenir différents produits. Par exemple, l'eau florale ici, l'orange, on l'obtient en distillant l'huile essentielle de Nérodi. Donc pour le bigaradier, il y a 3 produits. Il y a le petit grain de bigarade quand on va distiller les rameaux et les feuilles. Quand on va distiller la fleur, on va avoir l'huile essentielle de Nérodi. Et quand on va distiller cette huile essentielle, on va récupérer l'eau florale, le sous-produit. Celle-ci, elle a aussi un effet relaxant. Ça fait parler les huiles essentielles. On en parlera juste après, on termine dans pas très longtemps, s'il vous plaît. Donc, oh pardon, j'ai pas cassé la diapo. Du Nérodi. Donc, pour les personnes qui vont avoir des difficultés à s'endormir ou à rester endormies, qui vont souffrir d'anxiété, de stress, donc apaisante, relaxante, calmante, sédative, et elle permet également de réduire la tension nerveuse. Et en plus, elles sont très bonnes. Donc là, on l'utilise via la voie olfactive, encore une fois. Et la dernière, c'est l'encens olivant. Alors, l'encens olivant, c'est plutôt une huile essentielle qui va favoriser l'ancrage. Donc là, c'est plutôt pour les personnes justement qui sont un peu perchées, qui ont tendance à avoir des ruminations et à refaire le fil de l'histoire en permanence. Donc, très intéressante là aussi pour revenir un petit peu au présent. Donc, elle va calmer l'esprit, elle va favoriser la détente, réduire l'insomnie et faciliter l'ancrage. Donc là, c'est une odeur qui est très puissante. Hein. On revient, voilà, un peu les pieds sur terre. S'il vous plaît, on a bien tout terminé. Donc, très intéressant, comme je vous disais, en cas de rumination mentale. C'est en fait, comme il y a une prise de son pour les gens qui sont en ligne, le fait d'entendre parler, il y a beaucoup de bruit dans le micro. Donc, en fait, si on peut laisser Céline et puis après on discutera. Voilà. Le son, Donc là aussi, vous avez un art décisionnel qui peut vous aider un petit peu à trouver la bonne huile essentielle pour vous. Donc en cas de difficulté d'endormissement, en cas de réveil nocturne et en cas de réveil précoce. On arrive sur la gamme Biosommeil qui a été développée par la Drôme il y a un peu plus d'1 an. Une gamme qui se compose donc d'une tisane, je vous en ai parlé tout à l'heure. On va retrouver également donc une synergie de plantes que l'on va pouvoir prendre dans un peu d'eau, donc avec notamment passiflore, houblon et valériane. Un geste aussi très intéressant, la brume d'oreiller, qu'on va pouvoir effectivement utiliser le soir, donc qui va créer effectivement cette ambiance décontractante, apaisante. On va retrouver la mandarine, le patchouli, l'ylang-ylang, l'orange douce et la camomille romaine, très intéressante là, pour agir sur la sphère psycho-émotionnelle. Et puis cette gamme se compose également d'un spray buccal, donc on met directement en bouche, donc on peut l'emporter partout et facilement, et dans lequel on retrouve mélisse, valériane, passiflore, safran et pavot jaune de Californie. Je précise que ce spray ne contient pas de mélatonine, hein, puisqu'il existe effectivement beaucoup de produits à base de mélatonine. Il faut savoir que cette mélatonine, elle est évidemment chimique et de synthèse hein, dans les compléments alimentaires, mais surtout que 60% finalement des personnes ne seraient pas forcément réceptifs à cette fameuse mélatonine. La mélatonine, on la connaît bien. En tout cas, les gens qui voyagent beaucoup, les personnels navigants la connaissent parce qu'elle permet de resynchroniser l'organisme. Et en tout cas, ici, on est sur un produit voilà, à base de plantes et 100% naturel. En conclusion,
Le sommeil n'est pas un processus passif. Alors, j'espère en tout cas vous en avoir convaincu, c'est-à-dire qu'à la fois, pendant le sommeil, il se passe énormément de choses, comme vous l'avez vu, que les troubles du sommeil vont avoir des répercussions délétères sur la santé immédiate, mais aussi à effet retardé, que les troubles du sommeil sont largement répandus dans la population, pour autant, donc ils sont courants, mais pour autant, il ne faut surtout pas les banaliser pour toutes les raisons que vous avez vues, et qu'en fait, vous avez finalement le pouvoir de reprendre quand même la main sur ces troubles du sommeil. Et encore une fois, de vous interroger sur votre routine. Est-ce que vous vous levez? Est-ce que vous couchez à des horaires réguliers? Qu'est-ce que vous faites avant de dormir? Est-ce que vous regardez les écrans jusqu'au bout? Est-ce que vous prenez un verre d'alcool pour vous détendre? Est-ce qu'il y a des prises aussi voilà, de caféine ou autre? Est-ce que les repas ne sont pas trop copieux, trop gras, trop protéinés? Est-ce que vous vous exposez suffisamment à la lumière du jour? Votre alimentation, on en a parlé, donc encore une fois, les protéines, hein, toutes voilà, les vitamines B, etc., favoriser cette sécrétion finalement de sérotonine pour favoriser la sécrétion de mélatonine, mais aussi l'activité physique. Est-ce qu'on pratique des activités intenses jusque tard le soir ou est-ce qu'au contraire, il n'y a peut-être pas assez d'activité physique finalement dans la journée? Votre environnement de sommeil, donc à la fois donc votre chambre, comme je vous le disais, les couleurs, la literie, voilà, est-ce que c'est rangé ou pas, mais aussi, alors on rejoint la lumière, mais votre prise à l'environnement extérieur, hein, la nature, on se coupe aussi beaucoup, ce qui peut avoir des effets négatifs sur le sommeil. Et puis en cas de besoin, bien évidemment, vous avez donc la phytoaromathérapie qui peut vous aider. Vous avez vu que certaines plantes étaient très puissantes puisque certaines ont des interactions médicamenteuses. Donc, elles ont des effets, elles sont actives et elles peuvent vraiment vous aider à réguler le sommeil. Le tout, c'est de trouver la plante qui est faite pour vous, en fait, en fonction des petits indices que j'ai pu vous donner. Je vous ai prévu un petit quiz rapide. Il y a 5 questions. Alors, l'hormone du sommeil est la sérotonine. Vrai ou faux? Donc, en effet, c'est la mélatonine et cette sérotonine est bien le précurseur de la mélatonine. Est-ce que la lumière des écrans d'ordinateur et des téléphones empêche de dormir? Donc, on essaye de les éviter au moins 1h, 1h30 avant de s'endormir. Ah, j'en ai pas parlé, mais est-ce que le jus d'orange empêche de dormir, à votre avis? Oui. Alors, c'est faux. La vitamine C n'empêche pas de dormir. En tout cas, le jus d'orange n'empêche pas de dormir. Il faudrait consommer l'équivalent de 10 kg d'orange pour commencer à avoir un effet. Donc, ça, c'est une fausse idée. Un bon sommeil, ça commence dans l'assiette. Vrai ou faux? Oui. Et enfin, l'huile essentielle de lavande est recommandée pour faciliter l'endormissement. Eh bien, je vous dis bravo. Vous avez une bonne réponse à toutes les questions. Donc, écoutez, moi, je suis arrivée au terme de cette présentation. Merci de votre participation. Merci. Et de votre écoute et de votre attention. Merci Céline. Est-ce que ça vous a plu? Oui. Ouais. Alors, ce que je vous propose pour profiter de la présence de Céline, c'est d'avoir un petit temps de questions-réponses, si certains d'entre vous ont des questions à poser. On va proposer aussi aux personnes qui nous suivent en ligne de poser leurs questions s'ils le souhaitent. Donc, si vous avez une question, je vous invite à lever la main, on cible la personne et puis on s'écoute, surtout pour éviter de brouiller un petit peu le son, puis on tâchera de faire un peu de la salle, un peu des personnes en ligne pour satisfaire tout le monde. Donc, première question, madame. Oui. Alors, ce que je voulais savoir, parce que j'ai entendu plein de il y a des susceptibles de m'intéresser, mais est-ce que je peux les additionner? Est-ce que je peux prendre du pavot, de la passiflore et tout en même temps, quoi? Ou il faut un après l'autre? Alors, comment est-ce qu'on peut faire? Vous savez, par exemple, justement, le complexe dont je vous ai parlé tout à l'heure ici, de la gamme Biosommeil, qui contient déjà une grande partie de ces plantes et donc que vous pouvez utiliser en synergie. Donc, elles sont en partie rassemblées dans le complexe Biosommeil que vous allez pouvoir prendre dans un peu d'eau, 20 centilitres d'eau le soir. C'est mieux de prendre ça plutôt que d'avoir les... Là, ici, vous avez valériane, passiflore et houblon déjà, qui peut être très intéressant. Donc, à moins que vous ayez une contre-indication, on va dire, à la prise du mouvement. Et dans ces cas-là... Non, mais par exemple, le pavot,
Oui, le pavot, bien sûr, vous pouvez. Voilà. Non, il n'est pas dedans, pardon. Il n'est pas dedans, le pavot. Non, non, il n'est pas dedans. Eau chaude. Eau froide, plutôt un petit verre d'eau. Mais après, vous pouvez aussi le prendre dans une tisane, mais pas trop chaude. Mais sinon, l'eau, c'est très bien. Voilà, madame. J'avais entendu dire que l'utilisation des hydrolats était plutôt à titre préventif et que les huiles essentielles étaient plus type curatif. Alors, oui et non. C'est-à-dire, encore une fois, sur un public qui va être plutôt sensible, sur lequel on ne peut pas utiliser les huiles essentielles, l'utilisation des hydrolats, ça peut être intéressant puisque même s'ils n'ont pas, on va dire, même s'ils ne sont pas aussi chargés en principe actifs que les huiles essentielles, ils en contiennent quand même. Donc, ils sont quand même actifs. En effet, après, si c'est une personne, par exemple, qui est en mesure d'utiliser les huiles essentielles, on va plutôt conseiller les hydrolats en préventif et l'aromathérapie, entre guillemets, plutôt pour une version un peu plus active. Mais les hydrolats sont quand même actifs. Donc, intéressant pour une action douce, par exemple, si on veut les prendre sur une durée un petit peu plus longue, ou sur un public sensible, encore une fois, qui ne peut pas prendre d'huile essentielle. Monsieur? Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'accoutumance? Première question. Et deuxième question, une personne qui n'a pas l'odorat, par exemple, est-ce que les huiles essentielles, s'il les met sur un oreiller ou quoi, est-ce que ça a un effet ou pas? Alors, très bonne question. Pour la première question sur le risque d'accoutumance, aujourd'hui, il n'y a pas, en tout cas, d'études qui montrent d'accoutumance particulière à certaines plantes. C'est le cas, par contre, pour beaucoup de médicaments. Pour les plantes, c'est moins le cas. Alors, ça peut l'être, mais à des conditions, des concentrations, des doses très élevées sur de longues périodes. Mais si vous respectez bien les posologies qui sont indiquées sur les produits, il n'y a pas de risque. Par contre, ce qu'on conseille, c'est de toujours faire une pause en fait entre deux cures. Par exemple, si vous commencez un premier flacon d'une première plante, vous allez la prendre selon les modalités indiquées pendant 3 semaines, par exemple. Vous allez faire une pause d'1 semaine avant, par exemple, de réenchaîner une seconde cure. Ça, c'est intéressant de laisser cette fenêtre pour que justement le corps respire un petit peu. Pour la deuxième question, par rapport justement au manque d'odorat, les huiles essentielles sont justement très indiquées pour rééduquer l'odorat. Donc effectivement, vous n'allez peut-être pas forcément vous ressentir l'huile essentielle, etc. Mais il y aura quand même une transmission, puisque même si vous n'avez pas l'odorat, il y a quand même une petite production qui se fait. Et puis, encore une fois, vous pouvez utiliser différentes huiles essentielles, vous faire accompagner par quelqu'un qui est spécialisé là-dedans pour rééduquer votre odorat. On a eu de très beaux cas, justement, suite Covid, de personnes qui ont retrouvé l'odorat grâce à une rééducation olfactive avec l'aromathérapie. Merci. Je vous en prie. Il y a une question en ligne. Quelqu'un demande si quelqu'un qui est allergique aux huiles essentielles le sera aussi aux hydrolats. Alors là, il faut effectivement prendre certaines précautions. Ça va dépendre effectivement de la sensibilité de la personne, puisqu'encore une fois, les hydrolats sont actifs. Ils vont contenir entre 1 et 5% selon les cas de principe actif. Donc, effectivement, il faut prendre des précautions. Tout à fait. Et on a une autre question par rapport aux huiles essentielles dans l'eau, dans le bain notamment. Quelqu'un qui demande donc pourquoi il ne faut pas le faire, quelles conséquences ça peut avoir de le faire et quels effets potentiellement négatifs ça peut avoir. Alors déjà, un produit gras ne se dissout pas dans l'eau. C'est vraiment déjà le principe de base. Pour l'huile essentielle de lavande, c'est pas trop grave. Mais si vous vous amusez, par exemple, à mettre une huile essentielle de cannelle qui est thermocaustique, qui va brûler la peau, alors là, avec l'eau chaude, ça va être amplifié. Vous allez ressortir du bain brûlé. Alors, ça va dépendre, bien sûr, de la quantité d'huile essentielle que vous allez mettre dans le bain, mais on ne met pas d'huile essentielle pure dans l'eau. Pareil, on ne boit pas une huile essentielle dans de l'eau. On met l'huile essentielle, par exemple, sur un comprimé neutre pour celles qui peuvent se prendre en interne ou sur un support comme une cuillère de miel ou de la mie de pain. Mais l'huile essentielle n'est pas miscible dans l'eau. Et c'est une très bonne question parce qu'effectivement, je vois de plus en plus de personnes, en tout cas pseudo-professionnelles, recommander ce genre de pratique. Et non, c'est une huile essentielle n'est pas miscible dans l'eau. Il faut la diluer soit, encore une fois, dans une base de bain pour le bain neutre ou un bain moussant, peu importe, ou dans des sels d'Epsom, par exemple, qui vont se dissoudre après dans l'eau du bain. Mais quand on en met dans un diffuseur, c'est bien dans de l'eau. Alors là, il y a plusieurs types de diffuseurs. Effectivement, vous avez des diffuseurs qui contiennent de l'eau, mais là, ça va chauffer en fait. Et du coup, ça va créer une vapeur. Et donc, des micro-gouttelettes qui vont se retrouver en suspension dans l'air. Dans le bain, l'huile essentielle va rester au contact de l'eau et au contact de votre peau, potentiellement, si c'est une huile essentielle thermocaustique, peut venir vous brûler. Donc, quand vous la mettez dans l'eau,
elle ne va pas, entre guillemets, s'évaporer, elle va rester en surface en gouttelettes, et elle ne va pas se mélanger à l'eau, et c'est pour ça qu'il ne faut pas les mettre, en tout cas dans l'eau du bain. Par contre, dans un diffuseur, en effet, vous pouvez, bien sûr, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh ben, merci beaucoup. Je propose qu'on termine la conférence. Ah, dernière question. De dernière minute. Quelqu'un qui demande pour une inhalation, du coup, on met bien une huile essentielle dans l'eau? Alors, ça dépend. Il y a plusieurs types d'inhalation. On va avoir des inhalations sèches. Donc, c'est ce que je vous explique avec, effectivement, que vous allez respirer directement donc, au flacon. On peut avoir effectivement des inhalations où on va mettre, encore une fois, l'huile essentielle au contact de l'eau chaude. Donc, effectivement, ça crée une micro-vapeur. Mais en tout cas, pour le bain, non, on ne prend pas voilà, le bain avec l'eau chaude. Mais oui, dans une inhalation, par exemple, si on a le nez bouché, on va pouvoir mettre quelques gouttes d'huile essentielle, par exemple, d'eucalyptus radié dans une casserole. Et à l'ancienne, on se couvre la tête avec une serviette et ça va créer effectivement une vapeur chargée de molécules qui va venir décongestionner, par exemple, le nez. Tout à fait, on ne la met pas sur la tête. Alors, sachez que la conférence, elle sera disponible en replay sur le site. Donc, sur le nouveau site qui est sorti assez récemment, on a une section qui s'appelle « Se former », sur laquelle vous pouvez vous rendre régulièrement pour découvrir les prochaines conférences. Donc, on va travailler au programme pour que vous ayez un programme qui soit régulier au fil des mois. Donc, la conférence de Céline qu'on a filmée sera disponible en replay sur la conférence. Sachez que ce soir, le magasin est ouvert. Il y a 10% sur le magasin et dès 49 €, il y a un produit anti-gaspi. Donc, chez nous, ce sont des produits qui sont en date courte, mais qui ont plusieurs mois, qui est offert dès 49 €. Et pour les personnes qui sont en ligne, c'est pareil, il y a 10% sur la première commande sur le site et également 49 €, dès le seuil de 49 €, un produit anti-gaspi qui est offert. On a une huile main, on a plusieurs hydrolats. Voilà, un produit anti-gaspi en ce moment. Encore une fois, merci à tous. Je profite de la présence de... Alors, il y a Émilie qui est partie au magasin, qui est donc naturopathe également et qui est formatrice chez nous. Donc, s'il y a des personnes qui souhaitent discuter avec cette personne-là, notamment dans les professionnels qui souhaiteraient avoir de la formation, n'hésitez pas à rentrer en contact avec Émilie. Et puis, j'ai Mélanie que vous n'avez pas vu au début de la séance, qui est donc en charge du développement commercial de la Drôme Laboratoire. Donc, pareil, si vous avez besoin de discuter sur ce sujet-là, n'hésitez pas à rencontrer Mélanie. Et Céline, pour la petite histoire, si elle est là aujourd'hui, c'est parce qu'elle a tourné une douzaine de vidéos aujourd'hui, parce qu'on est en train de mettre en place sur le site un outil de diagnostic. C'est-à-dire que là, d'ici quelques mois, vous pourrez aller sur le site, rentrer sur une thématique, sommeil, problèmes articulaires, etc. On vous posera 5-6 questions et on vous proposera un diagnostic, enfin une sélection de produits adaptés à votre problématique. Et dans le cadre de cette sélection de produits, on aura un contenu texte rédigé par des experts et un contenu vidéo qui vous sera proposé. L'idée étant toujours de vous faciliter la compréhension des produits et l'usage de ces produits qui fonctionnent en synergie, parce que l'idée, voilà, c'est de comprendre ce qu'on a entre les mains pour avoir le meilleur usage possible. Donc encore une fois, merci à tous d'être venus à notre rencontre et écoutez, à très bientôt.